j'ai pas de planning, j'y vais quand je veux, 4 à 5 jours par semaine. Pour commencer, il y a un point qui me semble important, c'est que comme ça a été évoqué, moi je suis vice-président d'Atlantico, donc c'est le syndicat qui produit l'eau pour le côté rural du département et donc pas votre commune. Donc je ne pourrais pas répondre sur les questions de l'eau de votre commune. C'est important, c'est pas la responsabilité d'Atlantico. Mais de façon générale, on pourra parler autour de la qualité de l'eau. Donc je voudrais articuler un peu nos échanges en commençant par peut-être un historique des pesticides, parce qu'on en reparlera par la suite. L'enjeu majeur qu'on a sur nos territoires, c'est quand même une pollution de l'eau avec les pesticides, et notamment leurs produits de transformation qu'on appelle les métabolites. Donc on prendra un petit temps pour comprendre les aspects historiques. C'est important de comprendre l'histoire pour comprendre les problèmes du moment, en fait. Ensuite, on parlera un petit peu d'expologie, c'est-à-dire de voir la contamination, l'état de contamination des masses d'eau. Et ensuite, on parlera des normes, les normes de l'eau potable, pour ensuite aller discuter ces normes. Est-ce que ces normes, elles nous protègent? Donc ça, c'est un point important. Et pour terminer, on ira parler un peu des solutions qu'on met en place, parce que vous verrez que malheureusement, l'eau peut contenir des centaines de polluants. Et donc, l'idée est d'avoir des approches sanitaires qui sont différentes et qui vont permettre de tester les effets cocktails. Les effets cocktails, c'est des effets combinés de plusieurs molécules entre elles. Donc à Atlantico, on a innové, on investit massivement dans la recherche pour aller tester les effets cocktails, mais également on utilise des approches qui sont issues de la recherche pour essayer de comprendre l'ampleur de la pollution, d'avoir une vue la plus exhaustive possible de l'ampleur de la pollution. Donc si je parle d'une vue exhaustive de l'ampleur de la pollution, vous imaginez bien que tristement, ce n'est pas des bonnes nouvelles que je vais vous apporter. C'est vrai que quand on parle de l'eau potable, en général, eh bien, on apporte des mauvaises nouvelles. Alors il y a pire que parler de l'eau potable, il y a parler de l'alimentation, parce que là on peut être 500 000 fois plus pollué que ce qu'on a dans un litre d'eau. On en parlera par la suite, on comparera les normes. Ça c'est un point qui est un peu essentiel. Avant de commencer, il y a quelque chose qui me semble encore important de vous expliquer, c'est que moi je suis maître de conférence à la base, c'est mon métier, c'est faire la science, créer la connaissance de demain. Et donc tout ce que je vais évoquer, en général vous aurez les liens en dessous pour aller télécharger les études que je vais évoquer, aller vérifier les chiffres que je vais donner. Ça c'est extrêmement important, même si je suis élu, c'est pas de la politique qu'on fait ce soir, on va parler de science. Et donc, quand on parle de science, on doit être capable de tout documenter. Donc vous aurez les petits liens, et également, si vous désirez, je pourrais transmettre le PowerPoint pour que vous puissiez prendre le temps de regarder. Pourquoi cette approche scientifique est importante? Parce que souvent dans nos sociétés, et surtout quand on parle de l'eau, on a des approches qui peuvent être très dogmatiques. Dogmatique qui peut arranger certains intérêts aussi. Qu'est-ce que je veux évoquer par le dogme? Souvent on a des idées préconçues. Et les idées préconçues, eh bien, nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et pour illustrer les idées préconçues, je voulais commencer par une petite vidéo que j'aime beaucoup. Alors vous allez me dire, on n'est pas sur l'eau potable, mais si quand même. C'est une vidéo où on se place en 1956, je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'en 1956, l'alcool était autorisé dans les cantines. C'est-à-dire que les enfants avaient le droit à l'alcool dans les cantines. Et pourquoi je montre ça? Alors ça a un petit peu rapport avec l'eau, hein. C'est vrai qu'à l'époque, vous pouvez y avoir des contaminations bactériennes, et la contamination bactérienne dans l'eau, c'est dans la journée, dans les jours qu'elle peut tuer. Donc cette contamination est extrêmement importante. D'ailleurs, si vous avez un puits chez vous, faites très attention à ça, la contamination bactérienne, il faut vérifier régulièrement. C'est un point qui est essentiel. Vous n'aurez pas ces problèmes avec le réseau d'eau potable, mais si vous avez un puits domestique, faites très attention à ça. Donc, juste pour revenir à notre histoire, je voulais vous montrer cette petite vidéo d'époque. 1956, ça explique la nouvelle circulaire du ministre qui interdit l'alcool dans les cantines.
1956, et les parents sont tous absolument convaincus, la société aussi d'ailleurs, hein, que l'alcool est bon pour les enfants, elle est bon pour leur santé. Alors d'un certain point de vue, effectivement, s'ils boivent de l'eau contaminée avec des bactéries, un petit peu d'alcool va tuer les bactéries. Mais l'alcool, non, c'est pas bon pour la santé des enfants. Et juste pour vous montrer le poids du dogme, qu'est-ce qui se passe quand cette circulaire arrive? Ça, c'est le docteur Suzanne, je vais vous faire écouter, qui témoigne à l'époque, chef de clinique d'un hôpital psychiatrique, et elle parle en fait d'une petite commune où les parents manifestaient, ils sont absolument pas d'accord. Il faut absolument donner l'alcool aux enfants, c'est bon pour leur santé, cette circulaire est absolument scandaleuse. Je vous fais écouter, c'est assez rigolo. Chose pour leurs enfants le midi à l'école. Un certain nombre de parents mettent dans le panier de l'enfant la boisson de leur choix, et qui est souvent un demi-litre de vin ou de cidre ou de bière, suivant la région. J'ai eu vent récemment, dans la région parisienne, d'un petit drame, les parents insistant pour que la boisson soit donnée aux enfants, le directeur s'y refusant. Les parents ont décidé que les enfants boivent leur vin avant de venir à l'école, car ce vin est indispensable à leur santé. Les enfants arrivent à l'école, rouges, suants, et toute la matinée dorment. Voilà, on a l'explication pourquoi on dit tout le temps qu'avant les enfants étaient sages, et oui, ils étaient alcoolisés dans les cantines, donc forcément c'était plus simple. Mais c'est juste pour vous illustrer en fait l'approche dogmatique. Pourquoi je voulais illustrer ça? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société qui, normalement, on a de la connaissance, eh bien on a toujours ces approches dogmatiques. Et notamment au sujet des pesticides. En fait, on a toujours dans les débats publics des discussions autour des pesticides. Non, ils ne sont pas dangereux, mais on ne sait pas. En fait, c'est faux. Il y a un consensus scientifique aujourd'hui. Je vous ai mis quelques documents que vous pourrez aller lire. L'expertise collective de l'INSERM, les études Pélagie, Agrican, il y en a des dizaines. Et il y a un consensus scientifique. Il y a même des sociétés savantes aujourd'hui qui demandent au gouvernement de légiférer rapidement tellement que ça pose un problème de santé publique. Donc ce n'est pas une discussion, aujourd'hui, il y a un consensus scientifique sur les problèmes de santé publique avec les pesticides. Et le problème avec l'eau potable, c'est surtout sur nos territoires des contaminations aux pesticides. Il y a un tel problème, il y a une telle reconnaissance qu'en 2020, l'État a mis un fonds d'indemnité des victimes des pesticides. Ça veut dire que si on ne reconnaissait pas les problèmes de santé publique avec les pesticides, ce fonds n'existerait pas. L'État n'aime pas indemniser les gens en général. D'accord ? Donc, depuis 2020, les utilisateurs de pesticides qui ont certaines pathologies, eh bien, peuvent être indemnisés au titre de victimes des pesticides. Il y a certains cancers, certaines maladies de neurodégénérescence, comme la maladie de Parkinson, qui sont reconnus. Vous êtes utilisateur pendant une dizaine d'années, plus longtemps, vous avez utilisé des pesticides, vous avez ces pathologies, vous pouvez être indemnisé. Au même titre, les enfants d'utilisateurs de pesticides, aujourd'hui peuvent être indemnisés. C'est-à-dire qu'un enfant qui a une leucémie, un lymphome, une tumeur du système nerveux central, certaines malformations, peuvent être indemnisés au titre de victimes des pesticides. Je pense que là, le débat il est clos. Si on indemnise des victimes, c'est qu'on sait qu'il y a un problème de santé publique avec ces molécules. Donc ça, c'était un point essentiel, parce que je pense que ce ne sera pas l'objet du débat, mais si vous avez des questions, vous pourrez aller lire ces documentations-là, et je serai prêt aussi à y répondre. Alors pour comprendre le problème avec les pesticides, je pense qu'il est important d'avoir juste une petite vie historique. Vous le savez probablement, mais les pesticides sont utilisés en fait depuis des milliers d'années. Sauf qu'avant, on utilisait des extraits de plantes, dans lesquels il y avait des composés qui pouvaient avoir des particularités. Par exemple, la roténone, c'était extrait de la racine de Théris, c'était utilisé il y a encore jusqu'à pas très longtemps dans l'agriculture biologique. C'est une molécule, si vous donnez ça à un rongeur, vous lui induisez la maladie de Parkinson. Mais c'est une molécule naturelle, qui était utilisée dans l'agriculture biologique. Donc vous voyez que déjà des molécules naturelles, extraites dans les plantes, peuvent être des modèles et induire des pathologies. La nicotine, c'est pareil, depuis des milliers d'années, on fait des décoctions de feuilles de tabac pour extraire la nicotine, et ça va agir sur le système nerveux des insectes. D'ailleurs, ça agit sur notre système nerveux, à nous également. Pourquoi je vous explique ça? C'est juste pour vous expliquer que, en fait, c'est utilisé depuis des années, que des molécules qui sont ici, des plantes, ont déjà des impacts sur la santé humaine. Par contre, avec ces molécules-là, quand elles vont être en général épandues dans un champ, la grande difficulté, c'est très rapidement, elles vont être détruites. Elles vont être métabolisées, transformées, les bactéries du sol, le microbiote va pouvoir détruire ces molécules, elles ne seront pas ce qu'on appelle rémanentes. Et c'est justement pour ça que la chimie a inventé des nouvelles molécules, pour les rendre rémanentes, qu'elles puissent durer dans l'environnement. Et c'est là que les problèmes ont commencé.
Donc arrivée la chimie, 1930, les carbamates, 1935, et puis tous les organochlorés. J'aime bien parler du DTT parce que c'est aussi important de ne pas avoir un jugement sur l'histoire avec la connaissance et les yeux d'aujourd'hui. L'histoire de nous servir à ne pas reproduire les erreurs. Mais on ne doit pas la juger avec les yeux d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Eh bien, quand on prend l'exemple du DTT, c'est une molécule qui a été utilisée pendant la guerre en 1939, absolument partout. Je vous ai mis des images d'époque, on en mettait dans le papier peint, on vaporisait dans les chambres des enfants, directement chez les individus. Bref, le DTT, à l'époque, a sauvé des millions de vies, en fait. Ça a permis de sauver les récoltes, ça a sauvé des gens de la famine. Donc à l'époque, ça a été une révolution, réellement. En même temps, quelques mois après la découverte des propriétés de cette molécule, les scientifiques à l'origine de la découverte ont déjà alerté sur les risques pour la santé. Et bien aujourd'hui, on sait que ces molécules donnent par exemple la maladie d'Alzheimer. D'accord? Donc c'est important aussi d'avoir cette vision et de ne pas juger n'importe comment. Ces molécules à cette époque ont sauvé des millions de vies. Aujourd'hui, on sait qu'elles posent des problèmes. Et aujourd'hui, on a aussi des alternatives, contrairement à toutes les carabistouilles qu'on nous infuse à la longueur de journée. Donc ce qui est important, ce que je voulais démontrer ici, c'est que la problématique avec cette chimie, c'est qu'elle a fait des molécules qui étaient stables dans l'environnement. Si vous êtes amateur de vieux vin, il est fort à parier, quand vous ouvrez une bouteille, vous avez encore du DTT dedans. Parce que c'est extrêmement stable en fait. On retrouve toujours du DTT dans les sols. C'est toute la problématique. La chimie a fait des molécules pour qu'elles soient stables. Et c'est là que commencent les problèmes. On a des molécules qui sont stables, et puis avec la connaissance, on a compris qu'il fallait démontrer qu'elles seraient bonnes pour l'environnement, donc vite dégradées. Donc on a fait des molécules qui vont, quand on va les épandre, rapidement pouvoir être métabolisées, mais toujours aussi avoir des principes actifs. Par contre, comme elles sont transformées, ce qu'on appelle le métabolite, eh bien quand vous recherchez le pesticide, vous ne le retrouverez pas. Parce qu'il faut rechercher son métabolite qui est un tout petit peu différent. Juste pour vous illustrer, vous avez ici une molécule en haut, le chlorothalonil. Vous voyez ici ces métabolites, c'est des petites modifications. Ici le groupement chlore est parti, ça a été remplacé par un soufre. C'est plus la même molécule. Le chlorothalonil, vous ne le retrouverez jamais dans l'eau. C'est une molécule, de par sa structure chimique, qui a très peu de chances de se retrouver dans l'eau. D'ailleurs, elle était dans le contrôle sanitaire, mais en général, on ne la retrouvait pas. Par contre, dans le contrôle sanitaire, les métabolites, ils n'étaient pas présents. Dès qu'on a commencé à les rechercher, on les a retrouvés quasiment partout en France. Les eaux sont massivement contaminées. Et pourtant, cette molécule est utilisée depuis les années 69. Ça fait 70 ans que c'est utilisé, on ne savait pas que c'était présent dans l'eau potable. Vous voyez, toute la difficulté, elle réside là. C'est qu'on ne va pas rechercher forcément les bonnes molécules. On va épandre des pesticides, on ne va pas forcément rechercher les métabolites. Je vais prendre un exemple. Sur une nappe que je connais bien à côté d'où j'habite, la nappe de Machecoul, on a enfin obtenu la liste des molécules utilisées sur la nappe, parce qu'avant on ne le savait pas, donc on n'était pas sûr de rechercher les bonnes molécules dans le contrôle sanitaire. Et bien sur cette nappe est utilisé 49 molécules. Sur les 49 molécules, 47 sont recherchées dans le contrôle sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà 2 qu'on ne recherche pas. En général, on ne les retrouve pas. Par contre, ces 49 molécules, elles font plus de 400 métabolites connus. Plus de 400. On en recherche peut-être 3 dans le contrôle sanitaire. Ça veut dire qu'on est complètement aveugle à la pollution réelle. Alors les métabolites sont des molécules qui peuvent, quand elles sont transformées, elles peuvent perdre certaines fonctionnalités. Elles peuvent perdre par exemple la toxicité, ou au contraire, le métabolite peut avoir plus de toxicité. Ça peut aussi changer la solubilité des molécules. Et donc, face à cette pollution, en général, on est aveugle. Donc il faut trouver des solutions pour aller chercher ces molécules, parce que dans la grande majorité des cas, les laboratoires ne proposent pas les mesures de ces métabolites. Alors, maintenant que vous avez compris un petit peu ça, ce que j'aimerais parler avec vous, c'est l'expologie. Où est-ce qu'on retrouve ces pesticides? Je voulais commencer par juste un petit point. Alors j'ai pris ça, c'est des vieilles données, mais c'est intéressant justement parce qu'elles sont vieilles et ça montre que depuis très longtemps on a cette connaissance. Ça, c'est un extrait d'un rapport sénatorial. En fait, dans la pluie, on va détecter des pesticides et leurs métabolites. C'est-à-dire souvent les gens, j'entends ça parfois, « Ah non, mais moi je prends l'eau de pluie, il n'y a pas de risque. » Ah bah non, il peut y en avoir bien plus que dans certaines ressources en fait. Vous voyez, à l'époque en Bretagne, on pouvait détecter jusqu'à 24 microgrammes de certains pesticides dans l'eau de pluie.
Sur le secteur de Machecoul, moi j'ai vu des dosages à 1,2, 1,4 microgrammes dans la pluie, en certains herbicides comme le prosulfocarbe. Parce que c'est assez volatile. Donc, première chose, vous voyez qu'on peut retrouver malheureusement ces molécules dans la pluie. Alors je parle beaucoup des pesticides parce que sur notre territoire, c'est vraiment les molécules qui nous posent problème. Ça, je vous ai mis une carte qui vient du ministère, vous avez les références en dessous pour pouvoir aller les vérifier. C'est une cartographie qui présente les eaux souterraines en France et l'étendue de la pollution. Donc là, ce qu'ils ont recherché, c'est les pesticides, pas les métabolites. On est bien d'accord, les molécules mères. Et bien, quand on recherche les métabolites, vous voyez qu'on a globalement une contamination de toute la France, à l'exception des massifs montagneux où on voit que la contamination est plus faible. Vous pouvez noter au passage que dans certaines ressources, là où on a des très grandes cultures, on peut détecter entre 50 et 100 pesticides dans l'eau souterraine. D'accord ? Pesticides, ça ne veut pas dire dans métabolites. Je vous laisse imaginer le nombre de molécules potentiellement qui peuvent être trouvées. Donc parmi toutes ces molécules, et ça appuie ce que je viens de vous expliquer, 75% des molécules retrouvées sont les pesticides, les molécules mères. Et 18% sont les produits de dégradation. En fait, dans la majorité des cas, on ne recherche pas ces produits de dégradation. Donc, vous voyez qu'on sous-estime très fortement l'ampleur de la pollution. Et puis le gros problème qu'on a, c'est qu'en général, quand on obtient la capacité analytique de mesurer les molécules, bien parfois ces molécules sont interdites parce qu'on s'aperçoit qu'elles ont tout contaminé. Et donc ça explique que dans 52% des cas, les molécules qu'on détecte sont des molécules autorisées et dans 48% des cas, des molécules interdites. Parce qu'elles sont rémanentes et on peut les avoir pendant des années. Par exemple, l'atrazine, interdite de mémoire en 2003, il n'y a quasiment pas un prélèvement, on ne retrouve pas de l'atrazine, il y en a vraiment partout, son métabolite. D'accord ? Donc l'atrazine est interdite, ça c'est un petit exemple, mais on va autoriser une autre molécule qui est la terbutylazine, qui est juste de l'atrazine travestie. En fait, la terbutylazine, c'est l'atrazine sur laquelle on a juste modifié une petite molécule. Donc quand vous interdisez l'atrazine parce qu'elle pose un problème pour l'environnement, mais vous autorisez la terbutylazine qui revient strictement au même. Donc c'est toute la difficulté aussi de la contamination des différentes eaux. Alors, ce qui est important maintenant qu'on a vu un petit peu l'expologie, ça va être de parler des normes. On a du mal à se représenter, mais la norme de l'eau potable, finalement, est quand même une norme extrêmement protectrice pour la santé du consommateur. Quand on compare aux normes pour l'alimentation, on en parlera par la suite. C'est pas parce que cette norme est très protectrice qu'on ne peut pas avoir des impacts pour la santé à faible dose. Mais il n'empêche qu'elle est très très protectrice. C'est-à-dire que dans l'eau potable, on n'a pas le droit, par molécule, de dépasser 0,1 microgramme par litre. Alors 0,1 microgramme, on n'arrive pas à se représenter ce que c'est. 0,1 microgramme, c'est un comprimé de Doliprane de 500 mg dilué dans le volume de 2 piscines olympiques. Donc vous voyez, c'est extrêmement faible. Alors pourquoi cette norme ? C'est pas une norme sanitaire, c'est juste qu'à l'époque, on ne savait pas doser en dessous de 0,1 microgramme. Et donc on considérait qu'en dessous de 0,1, c'est qu'il n'y avait rien. Donc c'est de là que vient la norme des 0,1. D'accord ? C'est pas une norme sanitaire. Et donc devant la découverte de toutes les molécules, de tous les pesticides, eh bien le législateur réfléchit, non pas pour protéger notre santé, mais pour être dans les normes, et donc en général il fait évoluer les normes. Donc si je reprends ce que je viens de vous expliquer, pour la majorité des molécules, la norme c'est 0,1 microgramme par litre. Par contre, la somme des molécules contenues dans l'eau ne doit pas dépasser 0,5 microgramme par litre. Et puis, est arrivé les problèmes des métabolites, à des concentrations qui peuvent être loin d'être négligeables. Vous avez probablement entendu parler de l'ESA-métolachlore. Là, on pouvait largement dépasser les 0,5. Donc, l'État a créé une nouvelle donnée, c'est qu'ils sont mis à parler de métabolites pertinents et non pertinents. Ça veut dire qu'ils se sont dit, comment on fait ? On va dire qu'il y a deux types de métabolites. Des métabolites qui sont pertinents parce qu'ils peuvent avoir un impact pour la santé. Dans ce cas-là, la norme c'est 0,1 microgramme. Et puis dans certains cas, certains métabolites n'ont probablement pas d'impact pour la santé. Dans ce cas-là, on dit qu'ils sont non pertinents. Et c'est plus 0,1 mais 0,9 microgrammes. Donc vous avez le droit à 9 fois plus. D'accord ? Bon, avec les problèmes récents,
le chlorothalonil, vous avez peut-être entendu parler, ou du chloridazone. Dans certains endroits en France, on a largement dépassé ces valeurs-là. Et il y a une autre valeur qui est importante, c'est ce qu'on appelle la valeur sanitaire maximale. Ça, c'est la valeur sanitaire. C'est la valeur à partir de laquelle une molécule peut avoir un impact pour la santé. D'accord ? Ces valeurs-là, en général, sont déterminées d'après les données du fabricant. Dans la majorité des cas, on n'est pas capable de calculer les Vmax. Alors, quand on ne peut pas calculer les valeurs sanitaires, l'État va prendre en considération les valeurs sanitaires données par l'État allemand, qui a fait des valeurs sanitaires transitoires, qui ne sont pas forcément basées sur la connaissance, mais sur la connaissance de la chimie, de façon générale. On dit d'après cette molécule, elle ne devrait pas avoir d'impact à partir de peu près cette concentration. Pour la plupart, souvent, pour les molécules dans ces valeurs transitoires, on va être à 3 microgrammes par litre. D'accord ? Eh bien, récemment, avec le problème du chloridazone, comme je vous parlais tout à l'heure, et du chlorothalonil, on a un secteur en France, le secteur de Caen, où on avait de nombreux métabolites qui dépassaient amplement les valeurs de 3 microgrammes. Donc là, le ministère de la Santé a trouvé la solution. Pour ces deux molécules, ils ne prennent plus la valeur de VST. On ne prend plus la valeur sanitaire transitoire, donc on peut continuer à distribuer une eau qui dépasse amplement les 3 microgrammes, ça ne pose plus de problème. Donc voilà un petit peu, on voit que la norme finalement c'est assez complexe et on voit qu'elle est très évolutive. Pour résumer, si je prends l'exemple du métolachlore, le métolachlore est une molécule qui a été inventée dans les années 70-80. En 2003, on s'est aperçu que le métolachlore pouvait être problématique pour l'environnement, on en retrouvait partout, donc il a été interdit. Sous la pression d'utilisateurs et du fabricant, on a réautorisé une forme du métolachlore qu'on appelle le S-métolachlore en 2005. 2016 sur nos territoires, on trouve une contamination assez généralisée, plein de secteurs dépassent amplement les 0,1 microgrammes. Des alertes sont envoyées à l'ANSES et à l'État. Il faut attendre 5 ans pour avoir un avis de l'ANSES. En 2021, ils nous disent oui, il est pertinent. Ça veut dire qu'on doit respecter les 0,1 microgrammes pour mettre les usines aux normes. Mais en 2022, c'est-à-dire que ça coûtait cher de mettre aux normes aussi, le métabolite est déclaré cette fois-ci non pertinent par l'ANSES. Alors le problème, c'est qu'on attend encore la décision de l'EFSA pour savoir si c'est un perturbateur endocrinien, parce que si cette molécule est classée perturbateur endocrinien, alors elle redeviendra pertinente. Il faut attendre le classement. La même chose pour le chlorothalonil, vous en avez peut-être entendu parler, on a découvert ça l'année dernière, métabolite pertinent. Saint-Gentin nous avait expliqué en juin qu'il n'y avait pas de souci, normalement il devrait passer non pertinent au congrès de l'AST à Nice. Et effectivement, cette année, il y a quelques jours, l'ANSES a donné une note expliquant que le métabolite était plus pertinent. Donc on passe de 0,1 à 0,9. Alors la question que je voulais qu'on se pose ensemble, c'est de se dire, finalement, est-ce que ces normes, elles nous protègent ? Est-ce qu'elles nous protègent dans tous les cas ? Je voulais, pour répondre à cette question, vous montrer cette étude. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec le vidéoprojecteur, mais cette étude est extrêmement intéressante. Elle a été faite en 2020 dans une unité INSERM et CNRS, Toulouse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude ? Ils ont donné à des souris 3 antifongiques, le cyprodinil, le mépanipirim et le pyriméthanil. Ces 3 antifongiques sont ceux qu'on retrouve le plus dans l'alimentation, notamment dans les petits pots pour bébés. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont donnés à la norme de l'eau potable. C'est-à-dire que dans l'eau qui alimentait ces souris, ils les ont mis, ces 3 molécules, à 0,1. On respecte la norme de l'eau potable. Ces souris ont une particularité, c'est que génétiquement, elles sont modifiées et elles vont avoir tendance à faire la pathologie, la maladie d'Alzheimer. On peut retrouver ça au niveau humain, on sait qu'on peut être prédisposé. C'est comme chez l'humain, en fait, on a modifié génétiquement la souris pour qu'elle soit prédisposée. Et bien, ce qu'on observe quand les souris sont traitées pendant 6 mois et 9 mois, en rouge, vous voyez, c'est les souris contrôle, vous avez ici les souris qui sont traitées avec les molécules, elles font 20 fois plus de marques d'Alzheimer dans leur cerveau. Donc ces 3 molécules, à la norme de l'eau potable, données à des souris pendant 6 à 9 mois, suffit pour multiplier par 20 les traces d'Alzheimer qu'elles vont faire dans leur cerveau. Donc ça, attention, c'est des premières études, on ne peut pas le prendre comme argent comptant. Il faut que ce soit validé par d'autres scientifiques. Pour autant, ça va faire 4 ans qu'elle est publiée, critiquée par personne. La méthodologie est très robuste. De même,
ils ont fait la même expérience, mais cette fois-ci avec des mères gestantes, pour voir est-ce que ça allait avoir un impact sur les petits bébés qui vont naître. Et ça, c'est assez intéressant. Alors vous avez ici, je vous ai mis, hein, c'est vraiment, vous pourrez retrouver l'article où je l'ai mis au tout début. Vous avez ici des coupes du cerveau de ces petites souris, des zones précises, c'est des zones qu'on appelle l'hippocampe, qui ont un rôle très important dans la mémorisation. Et ce qu'on peut observer, vous avez ici les souris contrôle, donc les petites souris qui, pendant la gestation, leur mère avait une eau sans pesticides. Ici, les petites souris qui, pendant la gestation, leur mère avait les 3 molécules à la norme de l'eau potable. Et bien, ce qui est remarquable dans cette étude, c'est que vous voyez que ces 3 molécules sont suffisantes pour que le cerveau se mature de façon différente. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a beaucoup plus de neurogénèse dans le cerveau de ces enfants. En fait, en rouge, ce qui est marqué, c'est la capacité des cellules à se diviser. Donc ces cellules se divisent, beaucoup de neurogénèse. Par contre, elles ont une incapacité à se différencier. Et ce qui va permettre à un enfant d'avoir une acquisition des capacités cognitives, la réflexion, son intelligence, c'est que les neurones vont se différencier, se connecter les uns avec les autres. C'est ça qui va permettre l'acquisition des fonctions et le contrôle des capacités cognitives par la suite. Dans le cas de nos petites souris, cette différenciation qui est essentielle pour l'acquisition des capacités cognitives, eh bien, elle est altérée. Altérée par ces molécules quand elles sont présentes en cocktail, à la norme de l'eau potable. À nouveau, c'est une première étude. Mais ça démontre que ces 3 antifongiques, présents massivement dans notre environnement, dans l'eau, mais surtout dans l'alimentation, peuvent être suffisants à la norme de l'eau potable pour déjà avoir des effets physiologiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont même montré tous les mécanismes. Par quels mécanismes dans le cerveau ces molécules vont affecter ces capacités des cellules nerveuses. Donc réellement, on voit avec ces études qu'à la norme de l'eau potable, on peut déjà avoir des impacts. Et on peut même se poser la question, est-ce que ça n'a pas des impacts pour le neurodéveloppement par la suite? On est sur des souris, on n'est pas sur des humains, mais c'est quand même des mammifères. Et on peut quand même se poser des grosses questions. Donc la conclusion que je voulais faire ici, c'est que quelque part, on a une certaine incertitude scientifique d'une protection pour la santé à 0,1 microgramme. Alors je sais que ça peut faire peur, mais ce qu'il faut bien avoir conscience aussi, c'est que, souvent on l'a oublié, on est des êtres mortels. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand un enfant va naître, quand vous commencez à lui donner à manger, vous êtes en train de le tuer. Parce qu'on a un certain pouvoir oxydatif. Mais si vous lui donnez une alimentation de qualité, vous le tuez sur 90 ans, voire 120 ans comme Jeanne Calment. Si vous ne lui donnez pas à manger, en 3 jours, c'est réglé. Voilà, cette notion de risque, là, elle est extrêmement importante. Je vous ai montré qu'il y avait un risque, mais il ne faut pas non plus surexagérer potentiellement l'effet. C'est important d'avoir ça en tête. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que l'eau, visiblement, j'ai vu votre visage, ça vous a inquiété. Je pense, ce qui est important, c'est de comparer avec l'alimentation. La norme de l'eau potable, c'est 0,1 microgramme par litre. Je vous ai fait des conversions en milligrammes, c'est 0,0001 mg par litre. Si vous comparez pour ces 3 molécules la norme dans l'alimentation, par exemple dans la laitue, vous avez droit à 15 mg de cyprodinine. Ça veut dire que dans 1 kg de laitue, vous avez droit à 150 000 fois plus de molécules que dans 1 litre d'eau. Si vous regardez le céleri, j'aime bien cet exemple-là, je dis souvent la même chose, mais en général, personne n'aime le céleri, il n'y a que ceux qui font attention pour leur santé. Achetez le bio, hein, parce que si vous n'avez pas de chance, il peut être jusqu'à 20 mg en pyriméthanine. Ça veut dire quoi 20 mg? Ça veut dire que si vous faites une purée 250, vous n'avez pas de chance, vous tombez sur le céleri qui est à 20 mg, vous mangez 250 g de céleri, vous avez 5 mg de pyriméthanine. Il faudrait boire 50 ml d'eau pour avoir la même quantité que vos 250 g de céleri. Donc c'est important d'avoir ces ratios. J'ai mis les ratios ici, le calcul est ici. D'accord? Donc ça c'est juste pour vous montrer la correspondance. On s'inquiète pour son eau, c'est normal, mais si on s'inquiète pour son eau, c'est qu'on a déjà fait la réflexion sur son alimentation. C'est pas pour dédouaner la responsabilité de l'eau. L'eau doit être de qualité parce qu'elle est à la base de la chaîne de l'alimentation. Elle est à la base du vivant. On est constitué massivement d'eau. Mais pour autant, on voit que la majorité des polluants qu'on va ingurgiter, c'est pas forcément l'eau qui va nous l'apporter. C'est notre alimentation. Et je vous invite aussi à regarder les études de RPI de la Loire. C'est aussi la qualité de l'air dans laquelle on retrouve ces molécules.
Alors si ça vous intéresse, et pour faire de la prévention, en fait, vous pouvez aller sur le site de l'Europe, et vous pouvez rentrer comme ça par molécule ou par légume, et vous pouvez avoir toutes les LMR. Donc les LMR, c'est les limites maximum de résidus qui peuvent être tolérés dans l'alimentation. Donc quand vous faites du céleri, vous avez droit jusqu'à 20 mg de pyriméthanier. Et ça pour des centaines de molécules. Donc vous pouvez comme ça sur l'Europe aller rechercher, et vous avez les tableaux avec toutes les molécules. Alors j'en ai mis quelques-unes ici qui sont sympathiques. Le chlorpyrifos qui est neurotoxique depuis 2003, on sait qu'une maman enceinte jusqu'à 1,5 km de zone d'épandage de cette molécule a un risque majoré d'avoir un enfant avec de l'autisme. Le boscalide, je l'ai mis, j'aime bien aussi, c'est là, il y a une tribune de plus de 800 scientifiques qui ont demandé l'interdiction pour son côté cancérigène. Vous voyez par exemple dans la feuille de céleri, vous avez le droit jusqu'à 50 mg de boscalide, soit 500 000 fois ce que vous avez le droit dans l'eau. Aussi pour comprendre comment sont faites les normes, je vous ai mis celle-ci, dans la lentille, vous pouvez voir qu'en glyphosate on a le droit à 10 mg, alors que dans tous les autres légumes c'est 0,1. Vous savez pourquoi 10 ici? Pourquoi c'est multiplié par 100? Eh bien ça c'est les accords de libre-échange avec le Canada. En fait quand ils ont fait les accords de libre-échange, les lentilles là-bas ils les traitent au glyphosate à cause du climat. Ils ne pouvaient pas importer les lentilles, donc ils ont multiplié par 100 la norme, ce qui a permis l'importation des lentilles au Canada. Donc si vous achetez des lentilles, je vous conseille de les acheter françaises. Et bio, alors là c'est le top. Donc pour vous montrer aussi que ce que je raconte n'est pas des carabistouilles, vous pouvez aller voir ici sur le site, je vous ai mis le lien de l'étude, c'est les contrôles qui sont faits par l'Europe dans tous les légumes. Et là vous voyez, il y a les tableaux, alors c'est un peu indigeste, je suis désolé, mais c'est tout ce qui est en bleu, c'est quand on a détecté des pesticides, tout ce qui est en orange, c'est quand ça dépasse même ses limites maximum. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans de nombreux cas, les légumes et les fruits dépassent les limites maximum autorisées. Si on reprend mon exemple du céleri tout à l'heure, 62% des céleris contiennent des pesticides, 14,6% dépassent les limites maximum de résidus tolérés. Ça veut dire que vous pouvez même bien au-dessus du 20 mg qui est acceptable. Et quand vous regardez plus précisément, vous voyez que vous pouvez avoir jusqu'à 5-6 molécules facilement. Alors, ça c'était pour le problème des pesticides, c'est important. Vous voyez, je voulais vous montrer un peu l'ampleur de la contamination, tout en relativisant. Voilà, j'ai parlé de l'alimentation parce qu'il me semble que c'est important de relativiser les risques. L'autre problème qu'on a aussi dans l'eau potable, c'est les nitrates. En fait, sur notre territoire, on n'arrive pas à endiguer le problème. On voit plutôt des taux de nitrates qui vont en augmentant. Et là, à nouveau, je suis désolé, mais je voulais vous parler un petit peu de la norme. Dans l'eau du robinet, pour tous les consommateurs, la norme c'est 50 mg. C'est-à-dire vous êtes une maman, vous interrogez l'ARS, est-ce que je peux faire le biberon avec l'eau du robinet? Ils vont vous dire oui, l'eau en dessous de 50 mg, pas de problème. Quand vous regardez le code de la santé publique, je vous l'ai mis ici, vous pourrez retrouver les articles, pour qu'une eau en bouteille puisse mettre la mention que l'eau peut être utilisée pour les nourrissons, elle ne doit pas être au-dessus de 15 mg en nitrate. C'est-à-dire pour une eau en bouteille, c'est 15 mg, pour l'eau du robinet, c'est 50. Allez comprendre. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est juste pour vous montrer les normes, c'est cette expertise de l'ANSES qui a été publiée en 2022 qui a évalué que les nitrates et les nitrites sont bien cancérigènes. Au passage, c'est toujours pas interdit dans l'alimentation humaine, mais ça a été interdit dans l'alimentation pour les chiens, pour leur santé. Vous pourrez voir, c'est récent. Je trouvais ça assez rigolo. Et donc, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ils ont cité, ça c'est l'avis de l'ANSES, l'autorité sanitaire, qui a cité une étude danoise, qui est extrêmement importante parce que cette étude avait porté sur l'ensemble de la population danoise et l'ensemble des cancers pédiatriques. Et dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé s'il y avait une corrélation entre les cancers des enfants et les taux de nitrate dans l'eau potable. Et ce que démontre cette étude, c'est que quand l'eau entre 25 et 50, vous multipliez jusqu'à 3 le risque de cancer du cerveau des enfants. Donc ça montre l'ampleur du problème, la nécessité. À nouveau, il faut faire attention. C'est qu'une seule étude. Ça n'a pas été reproduit par d'autres. Mais c'est une étude qui est quand même assez fiable, parce qu'elle porte sur l'ensemble de la population danoise. À nouveau, il faut relativiser. Ça veut dire que si vous dites, non, mais moi je ne bois pas l'eau du robinet parce qu'elle est à 40, mais vous achetez un jambon de premier prix pour une nitrite, posez-vous pas de questions en fait. C'est toujours ça qui est important, c'est relativiser les choses, faire attention. Alors, juste pour comprendre les effets,
Ce qui est important pour comprendre les effets des molécules qu'ils peuvent avoir sur notre organisme, et ensuite on ira passer sur les solutions, c'est de bien comprendre qu'en fait on ne parle pas forcément des mêmes choses. Soit si vous êtes un adulte de 70 ans ou de 50 ans, votre cerveau il est terminé. Si vous êtes un enfant, c'est là qu'il y a des risques qui sont importants. Un enfant qui vient de naître, il peut faire jusqu'à 9 grammes de cerveau dans les premiers jours. En 3 mois, son cerveau est double de taille. Et on connaît ce qui est important. Ce qui va être important pour la maturation de ce cerveau, c'est notamment une petite molécule, l'acétylcholine. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. L'autre point qui est important, c'est qu'un bébé, quand il vient de naître, son cerveau grandit tellement vite que 60% de l'énergie qu'il consomme va l'aider à fabriquer son cerveau. Donc ça veut dire que tout ce qui pourrait altérer la capacité de l'organisme à faire de l'énergie peut avoir un impact sur le développement du cerveau de l'enfant. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, vous le savez probablement, mais quand vous mettez dans une prise, il y a un courant électrique qui est lié à un mouvement d'électrons. Nos neurones, nos cellules du cerveau, communiquent entre elles grâce à des courants électriques. Donc là, vous avez un neurone, un deuxième. Comment ils communiquent ? Il y a des courants électriques qui arrivent par des petites molécules qui vont libérer cette fameuse molécule que je vous disais, l'acétylcholine, et qui va permettre de communiquer avec l'autre neurone. La majorité des insecticides, comment ils tuent ? Ils tuent en bloquant les courants électriques. Ils tuent en bloquant la petite molécule l'acétylcholine, ou ils tuent en agissant directement sur les petits récepteurs à l'acétylcholine. Ces mécanismes, ils sont conservés dans l'insecte jusque chez l'humain. Et les acétylcholinesterases sont des enzymes qui sont assez conservées. Donc on connaît les mécanismes. C'est ça qui est important de comprendre. Et puis, autre point, je vous expliquais, l'énergie est importante. Eh bien, vous voyez que la plupart des molécules qu'on utilise, les antifongiques, les insecticides, vont tuer en bloquant ce qu'on appelle la mitochondrie, qui est l'usine à fabriquer l'énergie dans les cellules. Et donc là, on imagine la répercussion à nouveau sur le cerveau. Alors pour revenir à l'eau potable, pour essayer de comprendre nous, quels pourraient être les effets, pour anticiper ça, parce que comme vous l'avez pu le voir, on a des cocktails qui sont extrêmement importants dans l'eau potable. Dans le syndicat où je suis élu, on a décidé de mettre un investissement important sur la recherche et développement. Le problème majeur, c'est les effets cocktails. Il y a les molécules une par une. Dans le contrôle sanitaire, on les regarde molécule par molécule, mais je vous ai expliqué, on peut en avoir des dizaines. Et donc, pour répondre à cette question, notre stratégie est d'essayer de développer des bioessais. Les bioessais, c'est quoi ? C'est des molécules, c'est des essais où on va tester l'ensemble de l'eau sur le vivant. C'est-à-dire que vous allez prendre l'eau totale et vous allez mettre sur des cellules humaines, des bactéries, des levures, des champignons. Et vous allez voir si l'eau, de façon globale, a un effet sur le vivant, pour en mesurer les effets cocktails. Donc on a deux stratégies, utiliser ce qu'on appelle les bioessais pour mesurer l'effet cocktail, et une deuxième stratégie qui s'appelle l'empreinte chimique, qui est une stratégie qui est issue de la recherche et qui va essayer de regarder de façon la plus exhaustive possible l'ensemble des molécules qu'on peut retrouver dans une ressource. Donc ça sera, je ne vais pas l'expliquer là, mais c'est tous les modèles qu'on a utilisés en bioessais, pour ceux qui auront les slides par la suite. Et ensuite, les bioessais, eh bien, on va regarder leurs effets, ça va être codé par la couleur. Quand c'est vert, jusqu'à jaune, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'effet, ou jusqu'à bleu clair. Quand c'est orange, c'est qu'on commence à avoir un effet sur le vivant. Rouge, ça va mal, tout est mort. D'accord ? Donc c'est assez facile à lire finalement. Et en parallèle de ça, ce que je vous expliquais, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle sur certaines de nos ressources des empreintes chimiques. Ça veut dire que là, on peut rechercher des centaines, des milliers de molécules. On travaille avec différentes sociétés. Là, on a travaillé avec Veolia. Ils ont des bases de données qui sont très affinées pour l'eau potable. Et ils peuvent rechercher jusqu'à 4000 molécules dans l'eau. Parmi ces 4000 molécules, c'est non exhaustif, 30% de contaminants industriels, 30% de pesticides, des produits phytopharmaceutiques, des substances illicites. Si vous, par exemple, vous avez l'habitude de consommer de la cocaïne, on pourra le retrouver, et autres produits de synthèse. Et puis on a utilisé une autre société qui, elle, aujourd'hui, recherche jusqu'à maintenant 300 000 molécules, et là, qui utilise des bases de données qui sont issues de la recherche académique, qui sont issues de la recherche pharmaceutique, donc avec des centaines de milliers de molécules. Donc là, c'est très spécifique de l'eau, j'ai envie de dire, et là, c'est très large, d'accord ? Donc ça va nous permettre de rechercher de façon très exhaustive l'ensemble des polluants. Je vais prendre l'exemple d'une nappe, parce que c'est une nappe qui nous pose problème, c'est la nappe de Machecoul. Si je prends l'exemple de la nappe, on a fait dans un premier temps une recherche de molécules, 800 polluants, pharmaceutiques,
pesticides et leurs métabolites. Là, ici, vous avez les eaux brutes. Là également, on a différents puits sur cette nappe-là. En vert foncé, vous avez les pesticides. En vert clair, leurs métabolites. En bleu, les médicaments. Donc vous voyez qu'on retrouve des médicaments. Au passage, les médicaments qu'on va retrouver dans l'eau, c'est souvent les médicaments qui sont en lien avec les maux de nos sociétés. Ça veut dire que dans l'eau, on retrouve les benzodiazépines pour la dépression, les molécules pour traiter l'obésité, les molécules pour traiter l'asthme, le diabète, l'hypertension artérielle, enfin bref, les pathologies en lien avec notre société actuelle. Vous voyez qu'on était très rassurés quand on a fait ces premières campagnes, puisque en sortie de station de production, notre eau potable ne contenait plus aucune molécule. Donc on était plutôt rassurés, ça veut dire que nos stations et que le charbon actif fonctionnent plutôt bien. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle les bioessais. Donc je vais vous montrer les résultats. Vous avez ici différentes bactéries. Alors il y a des bactéries sauvages, des bactéries sensibles, c'est-à-dire qu'on va enlever des mécanismes de protection de la bactérie, ce qui va faire qu'elle va pouvoir réagir à des ultra-traces comparé à une bactérie sauvage. On a les bactéries, des algues, des levures, des champignons, des cellules humaines, et puis on va même tester la perturbation endocrinienne, stress cellulaire. On a encore d'autres bioessais, c'était juste pour vous illustrer. Et là, on a une grande surprise. Quand on a fait les bioessais sur Machecoul, tous les champignons meurent. Et ça, on l'a refait et refait, même après les changements de charbon actif, tous les champignons meurent. Clairement, il reste un effet antifongique très fort. Et pour autant, dans le contrôle sanitaire classique, tout est bon. Il nous reste un effet bactéricide qui est loin d'être négligeable, et on n'arrive pas à faire pousser de façon classique nos algues. Donc, vraisemblablement, il reste un cocktail de polluants. Alors peut-être à l'ultra-trace. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les doser dans le contrôle classique. Mais on voit que c'est présent. Donc pour répondre à la question et savoir... Alors oui, le problème, c'est que vous voyez que ça touche les champignons, ça touche les bactéries, ça touche ce qu'on appelle le microbiote. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le microbiote, mais c'est toutes les bactéries qu'on peut avoir dans l'intestin, dans nos muqueuses. Bactéries, levures, champignons, etc. Et on sait aujourd'hui que ce microbiote, il a un rôle essentiel sur notre santé, même sur la maturation de notre cerveau, sur le contrôle de nos émotions. On a par exemple des souris en laboratoire, si on modifie leur microbiote, on modifie leur comportement. En laboratoire, on a des animaux qui sont génétiquement identiques, donc ils vont avoir le même caractère. On a des lignées qui sont plutôt sympas, d'autres qui sont plutôt agressives. Quand vous prenez le microbiote d'une souris agressive, que vous le mettez à une souris sympa, la souris sympa devient agressive. L'inverse fonctionne aussi. Donc vous voyez que le microbiote est très important pour réguler notre santé et il provient de l'environnement, des plantes, du sol. Et en général, les pesticides sont aussi connus pour moduler le microbiote du sol, mais en fait on s'aperçoit aussi qu'ils modulent le microbiote de l'humain. Donc là on est en train de répondre à cette question. On finance une thèse avec un laboratoire de l'INSERM pour savoir si l'eau de Machecoul, pour laquelle on a des effets antifongiques vraisemblablement importants, eh bien, a un impact sur le neurodéveloppement. Voilà, on veut s'assurer, nous, de la qualité du produit qu'on distribue. C'est certain que pour la santé, il n'y a pas de souci. Et puis, pour comprendre ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle les empreintes chimiques. Alors ça, vous avez ici les différents forages. Ça, c'est l'eau brute. Là, vous avez l'eau traitée qui sort de l'usine. Chaque petit trait correspond à une molécule qu'on a identifiée dans l'eau. Quand il y a de la couleur, on connaît le type de polluant, on connaît son nom. Bleu, c'est des contaminants industriels. Violet, c'est des pesticides. Gris, on ne sait pas ce que c'est. En fait, on a le poids moléculaire, on a certaines caractéristiques de la molécule, mais on n'est pas sûr de son identité. Vous pouvez voir qu'on a pu identifier dans certains forages jusqu'à 106 molécules. Et vous pouvez voir également que dans l'eau traitée, et pourtant notre filière est efficace, eh bien, il reste une trentaine de molécules. Sur ces 33 molécules, on a pu en identifier 7. On a fait la même chose avec notre autre prestataire. Et là, c'est 475 molécules qu'on a retrouvées après charbon actif. Alors, à ultra trace, parce que c'est pas quantitatif, mais elles sont présentes. Et vous voyez que là, on est face à une difficulté, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces analyses très poussées, eh bien, on a identifié différents antifongiques et métabolites qu'on n'a pas identifiés dans le contrôle sanitaire. Donc c'est tout l'intérêt en fait de mettre des approches qui sont beaucoup plus résolutives, beaucoup plus coûteuses aussi, pour aller essayer d'identifier les molécules qui peuvent poser problème. Ça c'est une autre approche qu'on a testée à l'usine d'Ancenis en collaboration avec Veolia. C'est un
un système qui permet en temps réel d'essayer de mesurer les polluants qui sont présents dans l'eau. En fait, on a des petits organismes qui vont être présents dans des petits aquariums. Je vais vous montrer la vidéo. Hop. Voilà. Vous avez des petits organismes qui sont présents dans l'aquarium. Ici, l'eau est de qualité, et ici, il y a un polluant qui a été mis dans l'eau. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand les polluants arrivent, les organismes vont avoir un comportement de fuite et vont se mettre à beaucoup bouger. Il y a des caméras qui, en temps réel, enregistrent le mouvement, et l'idée, c'est de pouvoir prélever l'eau pour identifier les molécules. Et c'est aussi nous dire quand est-ce qu'il faut faire les contrôles. Voilà. Et l'idée, à terme, aurait été, pourquoi pas, d'aller jusqu'à essayer de piloter les usines. Bon, l'outil n'est pas encore vraiment fonctionnel, on a un peu eu des déboires avec, mais c'est quand même des pistes sur lesquelles on est en train de travailler pour essayer d'avoir des approches qui sont beaucoup plus rapides en détection. Parce que là, on est sur des eaux, ça s'est fait sur Ancenis, on est sur une eau de Loire. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous expliquer, c'était parler un petit peu de l'ampleur de la pollution et de vous montrer que quand même on est face à un problème de masse et qu'on a une contamination extrêmement massive. Jusqu'à maintenant, on a détecté des molécules pour lesquelles on avait des solutions techniques, mais l'année dernière, à Missillac, qui a un petit captage, on a découvert une autre molécule qu'on appelle le DMS, qui peut être fabriqué par plusieurs pesticides. Et ce DMS, on l'a retrouvé à 26 fois la norme de l'eau potable, 2,6 microgrammes. On a immédiatement fermé le captage. Le seul problème, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucune solution pour la traiter. Même l'osmose, qui est la technique la plus avancée, n'arrive pas à l'éliminer à plus de 50%. Alors nous, on a été transparents, on a tout de suite indiqué à tout le monde, on a arrêté le captage, mais je sais que dans certaines conditions, d'autres sont un peu moins transparents, parce que si vous mettez du chlore, le chlore va réagir et va transformer la molécule, vous ne pourrez plus la doser. En quoi elle le transforme, on ne sait pas. Mais c'est un vrai problème. Donc là, on est en train de faire un travail avec une autre société pour identifier tous les résidus chlorés de cette molécule, et on est en train de faire un travail pour aller essayer de trouver des solutions pour l'éliminer. On a trouvé des pistes avec des fibres qui sont un petit peu différentes, mais on pense que malheureusement, on va déplacer le problème. C'est-à-dire qu'on a trouvé des espèces de résines qui viennent de la recherche, qui sont des résines fabriquées à partir de produits pétrosourcés. On va arriver à éliminer, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire des microplastiques? Est-ce qu'on va libérer des perturbateurs endocriniens? Enfin, la technique ne peut pas tout résoudre, on déplace le problème. Et c'est pour ça qu'à Atlantico, ce qu'on demande, c'est que les aires de captage soient sanctuarisées, qu'on interdise les pesticides sur les aires de captage. Pour nous, c'est la seule solution. Sur nos captages, c'est ça qui nous pose problème. Il faut interdire ces molécules parce qu'on n'arrive pas à gérer la pollution historique. Cette molécule qu'on a trouvée ici à Missillac, elle est interdite depuis 15 ans. C'est seulement 15 ans après qu'on la détecte. C'est pour vous montrer l'ampleur du problème, en fait. Donc, on n'a plus le temps. On est convaincu qu'il faut interdire les pesticides. Il faut nous donner des outils législatifs pour indemniser l'agriculture qui répond à un contexte économique, qu'on met en compétition avec des grands acteurs internationaux. Donc, à un moment il est logique qu'ils puissent être compétitifs. Donc, il faut nous donner des outils législatifs qui vont nous permettre de les aider. Et puis vous voyez que les normes sanitaires en fait elles sont très protectrices pour la santé, ça c'est clair. Hein. On a des normes qui nous protègent, mais pour autant, même à la norme, on n'est pas certain qu'il n'y a pas d'effet sur notre santé. Et si vous l'avez compris, ce qui est extrêmement important, c'est avant tout de faire attention à son alimentation, puisqu'on peut être sur des ratios de 1 à 500 000 en fait. Donc ça c'est important parce que quand on comprend ça, eh bien, on a déjà finalement quelque part, on commence à avoir la solution. En fait, il y a des études aujourd'hui qui démontrent bien que les gens qui consomment des produits sans pesticides ont une santé meilleure que les autres. Moins de cancer, moins d'obésité, moins d'allergies, etc. Ça y est, les études sortent, elles le démontrent. Donc finalement, si vous vous inquiétez pour la qualité de votre eau, inquiétez-vous pour votre alimentation, consommez une alimentation qui est dépourvue d'intrants chimiques, vous allez forcément subventionner quelque part par vos achats une agriculture saine, et in fine, avoir un impact sur la qualité de votre eau potable. Donc là, j'ai vraiment axé sur les pesticides parce que sur notre territoire, c'est ceux-là qui posent problème. Pour autant, on voit d'autres problèmes qui arrivent sur d'autres territoires, c'est tout ce qui est PFAS. J'ai pas eu le temps d'en parler, c'est ce qu'on appelle les polluants éternels. Sur notre territoire, on est assez tranquille, on est autour de 16-20 nanogrammes, même en Loire, donc c'est faible. C'est faible, mais ça reste des polluants éternels. Et on a une grande inquiétude,
Il y en a presque 4000 qui existent. La norme nous obligera d'en en rechercher 20 dans l'eau potable en 2026. Donc on n'attend pas 2026, on fait notre job. Et là, on est en train de faire une étude pour aller savoir quels sont les PFAS les plus pertinents à aller rechercher pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de molécules dans l'eau potable que l'on distribue. Si vous voulez comprendre cette problématique, je vous conseille vivement de regarder le film Dark Waters. C'est un film qui est extrêmement bien fait, tiré d'une histoire vraie et qui explique tout le problème des PFAS, avec le téflon notamment, et qui provoque des maladies humaines qui est aujourd'hui bien avérées. Voilà, j'espère avoir été assez exhaustif et puis avoir répondu à un peu vos interrogations, et puis après on va pouvoir passer aux questions.